Je voudrais appeler Monique Dantal pour vous parler de l'expérience française de la solidarité avec des victimes des intégrismes, mais là encore. Monique est membre fondatrice du collectif féministe Rupture et elle est coordinatrice du réseau. Bon, on peut d'abord se demander pourquoi il y a une caractéristique particulière de la solidarité féministe en France vis-à-vis justement des femmes dans le monde victimes des intégrismes. On peut dégager 3 raisons à cela. D'abord, souvenons-nous que lorsque le féminisme radical des années 70 est né en France, son origine se trouve avec le mouvement de mai 68. Les premières réunions se sont tenues à la Sorbonne occupée. Les féministes qui se trouvaient à ce moment-là déjà engagées en se revendiquant de femmes qui luttaient comme féministes posaient immédiatement la question du soutien anti-impérialiste et anticolonialiste. Alors, ce n'est pas du tout un hasard si ça existait déjà à ce moment-là. C'est parce que les militantes qui, disons, ont fondé le féministe étaient des femmes qui étaient elles-mêmes issues de gauche et d'extrême gauche. Et en France, les luttes de la gauche et de l'extrême gauche étaient des luttes très liées avec l'immigration, notamment l'immigration maghrébine, puisque c'est une caractéristique particulière de la France d'avoir une tradition d'immigration maghrébine avec notamment les colonisations en Tunisie, Algérie et Maroc. D'ailleurs, on peut aussi remarquer qu'il y a eu en France de nombreux mariages mixtes. C'est le pays européen qui arrive en tête pour les mariages mixtes. Je n'ai pas les statistiques précises là, parce que je pense que bon, on n'est pas là pour donner des statistiques, on peut les trouver dans tous les documents de statistiques spécialisés. Mais effectivement, la France vient en tête des pays Europe qui a de nombreux mariages mixtes entre toutes sortes d'étrangers qui étaient surtout des immigrés. C'est aussi une caractéristique de la France, c'est-à-dire que les mariages mixtes ne concernent pas les intellectuels immigrés, mais concernent les ouvriers immigrés. Il y a énormément de femmes françaises mariées à cette époque avec des Algériens qui travaillaient en usine chez Renault, etc., etc. Bon, alors, et qui ont automatiquement donné naissance à des enfants, qui étaient donc issus de ces mariages mixtes, ce qui permet de comprendre pour quelles raisons, dans les années 85, nous avons eu une grande marche des enfants, appelés en France la deuxième génération, qui sont des enfants issus de ces mariages mixtes. On peut penser que, justement, le fait même d'avoir d'emblée situé les luttes des féministes solidaires des femmes dans le monde est aussi quelque chose qui explique que lorsqu'il y a eu, dans l'immigration familiale en France, dans une seconde période de l'immigration familiale, des revendications sur, justement, le fait que les immigrés pouvaient faire venir leurs femmes et leurs enfants, à ce moment-là, lorsque ces femmes et ces enfants sont arrivés en France, au bout d'un certain nombre d'années, des femmes sont venues nous voir dans le mouvement féministe en nous disant « Nous n'avons pas les mêmes droits que les femmes françaises. Quand nous voulons avorter, nous ne pouvons pas avorter si nous n'avons pas 6 mois de présence sur le territoire français au minimum. Ensuite, ça a été 3 mois, ramené à 3 mois. Et puis, par ailleurs, il nous faut l'autorisation du mari, du père ou du père quand c'est les filles. Et effectivement, ça pose des problèmes particuliers. Alors, pourquoi ces problèmes particuliers ? Nous, on a découvert tout à coup que les femmes immigrées n'avaient pas les mêmes droits que les femmes françaises. On ne le pensait pas. Et on a découvert qu'il y avait un régime et un statut tout à fait différent qu'avaient les hommes immigrés et les femmes immigrées par rapport et au regard de la loi française. C'est-à-dire que les hommes immigrés sont régis par la loi, tandis que les femmes immigrées sont régies par la coutume. Et la coutume qui est stipulée dans le cadre des conventions qui sont passées entre la France et les différents pays d'immigration font qu'effectivement, les femmes, à ce moment-là, n'ont pas les droits, par exemple, qu'ont les femmes françaises, le droit au divorce, etc., etc. Ça a donné lieu, à ce moment-là, à des luttes qu'ont menées ensemble des femmes françaises et des femmes immigrées pour obtenir ces mêmes droits. Il y a eu des petits résultats qui, d'ailleurs, n'ont pas entièrement abouti et qui font l'objet encore de luttes qui se mènent toujours. On peut comprendre aussi pourquoi, en France, est arrivée la question du droit de vote des immigrés. C'est-à-dire que cette question-là n'est pas non plus dans beaucoup d'autres pays européens. Le droit de vote des immigrés, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle pratiqué de manière tout à fait symbolique par un certain nombre de municipalités, où
donc se tiennent dans les conseils municipaux des immigrés qui, avant que vote le conseil municipal, votent pour indiquer ce qu'ils voteraient s'ils étaient entendus comme immigrés qui pouvaient avoir le droit de vote. Et puis alors vous savez qu'avec les accords de Maastricht, il va y avoir sur un plus long terme le droit de vote des immigrés et pas seulement les immigrés européens, mais les immigrés vivant dans la communauté européenne. Donc ce problème résidant dans la communauté se posera dans un proche avenir. Il y a eu une rencontre assez intéressante justement sur la question du droit de vote des immigrés qui est souvent donc menée par la Ligue internationale des droits de l'homme, la Fédération internationale, auquel des femmes donc de différents groupes féministes participent, le collectif féministe Rupture, mais bien d'autres aussi, et des associations de femmes immigrées, qui ont posé justement toute la question du traitement différencié entre les hommes immigrés et les femmes immigrées, en disant, écoutez, si on est justement dans les conseils municipaux comme élus, eh bien, nous, ce que nous voulons, c'est que le conseil municipal travaille et lutte pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette différenciation de traitement. Et alors là, on a assisté à quelque chose qui était un peu surprenant, parce que le premier jour, tout le monde était dans un consensus général pour dire, écoutez, on est tout à fait d'accord pour que les immigrés siègent, soient éligibles et électeurs. Et puis le deuxième jour, quand ce sont les femmes immigrées qui ont posé ce problème, on a vu une espèce de collusion entre des hommes donc vivant en France et des hommes immigrés vivant en France qui n'étaient pas d'accord avec la participation des femmes immigrées dans ces conseils municipaux, avec des arguments qui ramenaient à des arguments qu'on trouve dans un certain nombre, disons, de réunions qu'ont tenues ici les intégristes, c'est-à-dire des arguments considérant que la femme ne peut pas être actrice de la cité, que le rôle de la femme est de s'occuper du foyer, que les femmes doivent rester et demeurer voilées et invisibles pour les hommes, en disant on vous demande de respecter notre culture. Alors là, on est à ce que vous avez nommé l'intégrisme aussi ethnique. C'est-à-dire l'intégrisme ethnique, c'est pas seulement les actes barbares de génocide que font en ce moment un certain nombre d'ethnies par rapport à d'autres dans le même pays, c'est aussi la référence à la culture pour justifier le fait que le monde occidental ne doit pas s'ingérer dans le comportement justement des gens dans d'autres pays sous-développés ou qui sont immigrés dans les pays développés, mais c'est aussi la manière de dire halte là, la démocratie, elle ne va pas pour tout le monde. Donc ça, c'est l'état des lieux de les problèmes, comment ils se posent à l'heure actuelle par rapport à ce mouvement et à ce courant qui se veut démocratique pour arriver à une plus grande participation de la citoyenneté. Donc ça ne va pas être simple, parce que ça veut dire que les intégrismes, ils sont dans notre propre sein et que nous avons à faire face à ces questions-là, et ils ne sont pas seulement en Iran ou en Algérie ou ailleurs. Voilà. Alors, pour être brève, je dirais que les luttes qui sont menées à l'heure actuelle par les féministes et les mouvements de femmes en France, c'est-à-dire que les mouvements de femmes en France ne sont pas composés que de collectifs féministes, ils sont composés d'associations de femmes qui ne se revendiquent pas obligatoirement du féminisme, mais qui se sentent concernées par l'affirmation des femmes comme sujet social à part entière. Elles portent à l'heure actuelle beaucoup sur la question des solidarités avec les femmes en Algérie. Il y a des réseaux qui se sont constitués pour cela, qui se débrouillent pour à la fois accueillir les femmes, leur trouver un statut qui ne soit pas un statut provisoire, c'est-à-dire une carte de séjour qui ne soit pas d'1 mois, par exemple, ensuite un travail, ensuite des logements, pour celles en tout cas qui veulent partir, parce qu'il faut souligner que beaucoup de femmes en Algérie ne souhaitent pas partir, c'est le cas d'un certain nombre qui le disent ouvertement dans le monde entier. Et à partir du moment où des femmes veulent partir, on se débrouille avec les réseaux que nous avons pour arriver à leur donner une situation à peu près décente. Ça, c'est un aspect du travail. D'autres aspects du travail, c'est aussi, par rapport aux femmes qui sont restées sur place, de voir comment on peut continuer à relayer leur information sur les luttes qu'elles mènent. Parce que le problème que nous avons en France, c'est qu'au départ, la presse se faisait l'écho simplement des luttes, des intégristes et de leurs exactions. Il ne se faisait pas du tout l'écho justement de la résistance qui était menée par le peuple algérien et par les femmes en particulier qui continuent, malgré toutes les pressions qui sont faites, certaines à aller travailler et d'autres à emmener leurs enfants à l'école tous les jours. Donc nous, ce que nous avons voulu, c'était relayer tout ce travail et donner la possibilité aux associations de femmes en Algérie d'avoir des moyens
pour diffuser ces informations. Donc à chaque fois que nous avons des campagnes de soutien financier, nous l'utilisons à fournir et à financer les associations de femmes en Algérie en fax. Les fax, ce sont des appareils qui ont un très grand atout parce qu'ils permettent justement de ne pas être coupés par rapport au téléphone ou de ne pas avoir le courrier qui est détourné. C'est-à-dire qu'en Algérie, à l'heure actuelle, comme dans un certain nombre de pays du monde, et c'est le cas avec l'Iran, parce que c'est le même travail que nous faisons aussi en Iran, eh bien, on diffuse le travail, les informations par fax. Donc, à chaque fois que nous avons le soutien financier nécessaire, nous fournissons toutes les associations de femmes en fax. Et ça, c'est quelque chose de faramineux, parce que c'est vrai que ça nous permet quand même au moins de savoir ce qui s'y passe et aussi de faire en sorte que symboliquement, à chaque fois que des femmes en Algérie font des grandes manifestations contre l'intégrisme, eh bien, nous faisons aussi en France des manifestations. Ça a été le cas à différentes reprises, donc au cours de l'année 93, 94 et 95. Il y a également, bien entendu, les luttes concernant le soutien aux femmes iraniennes. Ces luttes, Jamilé en a parlé un peu historiquement, donc je ne reprendrai pas ça. Je dirais simplement qu'elles sont actualisées en ce moment par un soutien international contre les lapidations. C'est quelque chose qui revient très très fortement. Bon, il y a bien entendu ce qu'a évoqué tout à l'heure Arlette, tout ce qui concerne le soutien aux femmes victimes en ex-Yougoslavie des viols comme arme d'épuration ethnique, qui est une dimension, on peut dire, supérieure encore du viol considéré par les États comme un moyen d'exercer son ascendance et son hégémonie sur un peuple. Donc ça, il y a énormément de documents qui circulent en France là-dessus. Le réseau Femmes sous loi musulmane se fait l'écho de toutes ces luttes-là. On fait des dossiers là-dessus. Et il faut quand même mettre au crédit des féministes en France que c'est parce que les féministes ont contacté la presse au début que les questions des viols comme arme d'épuration ethnique, ont fini par être repris par la presse et puis ont fini par être reconnus. Alors bien sûr, ça a été ensuite intensifié parce qu'il y a eu des délégations qui se sont rendues sur place avec des personnalités qui ont confirmé ces viols. Notamment, ça a été le cas de Madame Veil qui les a confirmés. Donc ça a effectivement donné beaucoup plus prise à la presse pour prendre en compte tous nos dossiers. Mais il est vrai que les féministes ont joué un rôle très important. C'est pour ça que je crois que, à l'heure actuelle, peut-être je relativiserai la réflexion que vous avez faite sur le fait qu'il n'y a pas de solidarité. Je dirais qu'il y a une solidarité, mais elle est extrêmement éparpillée, elle est éclatée. Non, elle a dit solidarité pour les intégrismes. Voilà. Non, mais je parle par rapport au forum, quand après on a abordé le fait qu'ici, dans le forum, c'est vrai. Alors la question, c'est ça, c'est que Nairobi, pour celles qui étaient, je pense qu'on arrive à se souvenir que c'était une vaste communication, foire d'empoigne dans certains cas, qui était très utile et très intéressant. On mettait tout sur la table. Moi, je me rappelle le souvenir que j'ai surtout alors, du débat entre les Palestiniennes, les Israéliennes, du débat entre les Iraniennes, les Irakiennes. Bon, moi, je trouve que au moins que tout ça se dise, que tout ça se parle. Qu'avons-nous fait ici? Malheureusement, une toute petite étape. Dans les débats qu'il y a eu ici, dans les ateliers contre l'intégrisme, on a été un certain nombre à y participer, ou dans les ateliers organisés par des intégristes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait, dans certains cas, se renvoyer à la figure des choses que les femmes doivent se dire, parce que les femmes doivent se parler. C'est quand même ça qui est essentiel dans des rencontres. On en est loin de la seconde phase qui va être longue et difficile, peut-être encore 5 ans ou peut-être encore 10 ans, où effectivement des femmes qui ont entendu, des femmes intégristes, je parle là, fondamentalistes, qui ont entendu des choses ici, ne vont pas immédiatement, avec tout ce qu'elles ont entendu, où elles se sentaient aussi agressées parce qu'elles entendaient, ne vont pas immédiatement les intégrer et puis les réfléchir. Mais je pense qu'il faut avoir quand même, disons, confiance dans la force que représentent les femmes sur le fait qu'il y a des enjeux fondamentaux. Et de ça, c'est un discours dont elles sont peu amenées à l'entendre. Elles entendent, elles situent toujours, c'est un aspect, je crois, à relever, elles situent toujours, les femmes intégristes et fondamentalistes, le débat dans les ateliers sur la question de l'interprétation de l'islam. On va vous prouver qu'on est égal quand même, mais d'autres manières que vous. Et si vous refusez de reconnaître cette égalité, c'est que vous êtes européano-centriste. Voilà ce qu'elles nous disent. Donc vous refaites ce qu'ont fait tout le monde européen qui a voulu promulguer un modèle de développement, un modèle de démocratie, sans tenir compte de notre histoire et de notre culture. Donc en réalité, ce qui est intéressant quand même de voir,
c'est qu'elles ne comprennent pas, et ça c'est quelque chose qu'il faut continuer à dire fortement, que la modernité c'est un enjeu pour tout le monde, y compris pour l'intégrisme catholique d'ailleurs, parce que les intégrismes catholiques qui empêchent l'avortement en France et aux États-Unis, eh bien c'est effectivement aussi un enjeu de modernité. L'enjeu de la modernité, il s'appuie sur les femmes essentiellement. Les femmes en sont la cible et les victimes. Et ce qui se passe, c'est que nous avons intérêt à nous rappeler que dans notre histoire propre, nous avons été déjà, les femmes, en jeu aussi d'une recomposition du système capitaliste, d'une recomposition et d'une restructuration mondiale. Lorsque, au Moyen-Âge, entre le XIIe et le XVIIe siècle, le capitalisme marchand a dû se former, il a utilisé l'Inquisition, donc l'Église catholique, pour essayer de dominer les comptoirs du Moyen-Orient. Les comptoirs d'Arabie, c'était les comptoirs marchands qui étaient la force économique nouvelle, et il s'est appuyé sur les femmes aussi pour empêcher qu'elles ne soient une force vitale. Donc, on a tué et on a exterminé 3 millions de femmes, c'est les statistiques officielles, comme sorcières dans toute cette période, pour empêcher que précisément l'hégémonie de l'Inquisition, de l'Église catholique, ne puisse arriver à dominer le monde. On est dans une même situation. Il y a une recomposition du monde avec tous ces effondrements qui ont été montrés tout à l'heure, mais il y a une rivalité entre les chiites et les sunnites, donc les choses ne sont pas jouées, et effectivement, les solidarités internationales de femmes ne peuvent faire en sorte que ça ne se joue pas sur le dé des femmes, et c'est pourquoi les solidarités doivent commencer à s'exercer ici, et nous devons poursuivre ce travail qui n'a fait que démarrer ici à Pékin.